Alors dans ce troisième chapitre donc dédié à la comptabilité, à la facturation et au flux d'argent, nous allons voir tout ce qui touche du coup votre quotidien en tant qu'entrepreneur. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir les obligations comptables, donc ce que vous devez faire impérativement. Ensuite, je vous parlerai de la facture, de comment rédiger une facture car il y a des mentions obligatoires. Je vais vous parler ensuite des comptes bancaires professionnels, donc les solutions qui se présentent à vous. Ensuite, nous irons donc sur les flux d'argent et les payouts depuis la plateforme OnlyFans. Dans la cinquième vidéo, je vous parlerai de la TVA et des plateformes parce que beaucoup de managers et de modèles ont des problèmes et en fait, au vu de leur situation, du coup de leur régime social, ils peuvent dans certains cas récupérer la TVA et dans d'autres cas, ils ne peuvent pas, donc c'est important de comprendre. Et enfin, donc le numéro fiscal de la créatrice ou de n'importe quelle autre personne, comment le trouver et pouvoir l'utiliser, surtout si on veut se lancer sur OnlyFans. Donc, commençons avec donc les obligations comptables. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'est la comptabilité. Donc, au-delà de sa nécessité légale, c'est on va dire un baromètre de la santé financière de votre entreprise. Ça permet de capter, d'analyser et de refléter les mouvements financiers de votre société. Donc, toute omission et erreur peuvent entraîner des sanctions financières, notamment lors d'un contrôle fiscal. Donc vous pouvez avoir une amende également pour non-conservation des documents comptables et si vous n'avez pas les justificatifs, les factures, etc., vous pouvez également être sanctionné par le fait de ne pas pouvoir déduire vos dépenses. Donc il y a plusieurs durées légales de conservation des documents. Donc les documents civils et commerciaux, c'est 5 à 10 ans selon la nature des documents, et même dans certains cas 30 ans. Les documents et les pièces comptables, donc tout ce qui est facture, etc., c'est 10 ans. Les documents fiscaux, c'est 6 ans. Les documents sociaux, statuts et autres, c'est 5 ans, voire même 10 ans. Donc indépendamment des délais, aujourd'hui on vit à l'ère du numérique, donc tous les documents, vous les gardez, les originaux, vous les gardez, vous ne jetez aucun document, comme ça vous évitera d'avoir des problèmes. Donc au niveau de la comptabilité, à nouveau, je le sais très bien, vous n'êtes pas des experts. Moi-même, je ne suis pas un expert dans la comptabilité. J'ai des notions, on va dire, poussées et avancées. Je maîtrise la comptabilité, mais dans le cadre de la gestion de mes sociétés, j'ai recours à des comptables par confort, mais surtout par obligation légale, parce qu'ils font le travail autour de votre société. Donc il y a plusieurs types d'obligations comptables et tout ça, ça dépend justement de votre fait que, enfin, si vous avez une micro-entreprise ou vous avez une société. Donc il existe trois régimes. Le régime réel normal, donc c'est la comptabilité la plus complète, donc ce qui veut dire que c'est beaucoup plus complexe à gérer. Il y a le régime réel simplifié, donc il y a un allègement de ces obligations. Et enfin, pour les micro-entreprises, on a des obligations qui sont hyper simplifiées. Donc, à nouveau, je vous le rappelle, si vous voulez tester l'aventure en tant que modèle ou en tant que manager, vous pouvez commencer par une micro-entreprise parce que vous voyez que non seulement au niveau de la fiscalité, de la gestion, mais également au niveau de la comptabilité, les obligations sont simplifiées. Donc, bien évidemment, que ce soit très simplifié, beaucoup d'entrepreneurs commettent énormément d'erreurs, ne font pas forcément attention et c'est ça qui suscite le plus de contrôles fiscaux. Donc, bon, c'est à double tranchant. Donc on va commencer par le régime réel normal. Donc le dirigeant d'une société, donc vous, que vous soyez modèle ou manager, au cas d'une société, donc ça ne concerne pas les micro-entreprises. Donc si vous avez déjà fait votre choix, ça ne vous regarde pas ici, mais vous avez des obligations à respecter. Et donc notamment la tenue de documents comptables. Qu'est-ce qu'on entend par documents comptables? Donc il y a les livres. Donc le livre journal, ça enregistre toutes les opérations chronologiquement. Le grand livre, c'est toutes les opérations réalisées par numéro de compte. Tout ça, c'est votre comptable qui le gère. Donc ne vous inquiétez pas. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était le grand livre comptable. Tout ça, c'est géré par votre comptable. Vous, ce qui est important, c'est que vous travaillez avec des professionnels enregistrés, que vous émettiez des factures, que vous ayez des contrats, des preuves de paiement, etc. Ça, c'est votre rôle et tous
les mois, vous donnez les documents à votre comptable et il vous dira si tout est correct ou non. Je continue. À la fin de chaque année de l'exercice social, vous avez donc les comptes annuels qui sont le bilan comptable, donc c'est-à-dire le patrimoine de votre entreprise, c'est tous les actifs, donc tout ce que vous possédez, moins tout ce que vous devez, donc les passifs. Vous avez le compte de résultat, donc c'est les produits, donc c'est tout ce que vous vendez ou les prestations de services et les charges. Et en fait, le compte de résultat vous permet de définir si vous dégagez un bénéfice ou une perte à la fin de l'année. Vous avez également des annexes comptables, etc. Donc ici, dans le cadre d'une société qui est soumise au régime réel normal, la fiscalité associée, c'est la TVA obligatoire. Donc ici, vous ne pouvez pas bénéficier de la franchise de la franchise en base de TVA. Mais j'y reviendrai sur la TVA, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le régime réel simplifié. Donc ici, on a déjà un allègement. Donc pour bénéficier de ce régime, ce que je vous recommande, c'est le fait de ne pas dépasser un des trois seuils. Donc 4 millions d'euros de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 50 salariés. Donc, dans 99% des cas, vous serez déjà automatiquement soumis au régime réel simplifié d'imposition. Et donc, la comptabilité associée, c'est que vous avez un bilan et un compte des résultats simplifiés. Donc, en fait, c'est pour votre comptable, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ici également, la TVA est obligatoire. Ensuite, vous avez le régime ultra simplifié, donc pour les micro-entreprises, et donc vous tenez donc vos comptes annuels sans annexe, et vous avez un bilan et un compte de résultats simplifié. Donc ici, il y a également deux des trois seuils à ne pas dépasser, soit 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc dans certains cas, ça peut être compliqué si votre modèle dépasse, enfin, ou si la modèle dépasse les 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, elle ne pourra pas bénéficier de ce régime. Et si voilà, vous avez moins de 350 000 euros de bilan. Donc à nouveau, il ne faut pas dépasser deux des trois seuils. Donc si vous avez moins de 350 000 euros de bilan et que vous avez par exemple moins de 10 salariés, vous êtes soumis à ce régime même si vous faites plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Ici, à nouveau, la franchise en base de TVA, ce que je vous ai expliqué et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo sur la TVA, c'est qu'ici, il ne faut pas non plus dépasser certains seuils. Donc, si vous dépassez ces seuils-là, vous êtes soumis à la TVA obligatoirement. Et enfin, le régime des micro-entreprises. Donc ici, vous avez uniquement un livre des recettes, donc vous dites simplement l'argent qui rentre, et un régime des achats, donc ce que vous achetez. Donc, à nouveau, là, les plafonds, donc en prestation de service, c'est 77 700 euros. Donc, si vous avez une agence et que vous faites de la prestation de service pour votre modèle de marketing, de chatting, ici, on n'est pas en achat-revente. Le seuil, c'est 77 700 euros. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous dépassent très rapidement ces seuils si leur agence grossit. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut informer son comptable lorsque vous voyez qu'en fait vous dépassez les seuils. Donc à nouveau, la franchise en base, c'est possible uniquement si vous ne dépassez pas certains seuils et au-delà, la TVA est obligatoire. Donc, je vous le rappelle à nouveau, l'importance d'avoir un compte, l'importance d'avoir un comptable ou un expert comptable pour gérer vos comptes. Même si vous êtes en auto-entreprise, c'est indispensable parce que le comptable, c'est son métier, il va suivre, il va contrôler, il va faire les déclarations, etc. Donc vous, votre but en tant qu'entrepreneur, que vous soyez modèle ou agence, c'est de vous concentrer vraiment sur le cœur du business et il faut déléguer tout ce qui ne touche pas au business. Moi-même, je travaille, comme je vous l'ai déjà dit, avec des avocats, avec des comptables, même si je pourrais gérer ça seul, malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, il existe beaucoup de banques en ligne qui facilitent aussi la gestion des documents comptables. Donc ça, vous pouvez le voir sur Legal Start. Mais il y a également d'autres logiciels de comptabilité que vous pouvez trouver sans problème. Vous pouvez également me contacter si vous voulez avoir des références. Il n'y a aucun problème à ce que je... Voilà. Alors, nous allons voir dans cette troisième vidéo l'importance d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc, c'est une nécessité de séparer ses revenus personnels de ses revenus professionnels, même si vous êtes en micro-entreprise. Aujourd'hui, c'est très simple d'ouvrir un compte bancaire en ligne et de pouvoir séparer ses finances parce que je sais très bien que certains d'entre vous utilisent leur compte
Revolut ou leur compte bancaire personnel pour encaisser de l'argent et tout ça c'est très risqué, surtout si vous suivez une comptabilité, etc. Enfin, voilà. Donc il faut vraiment isoler le capital personnel des finances d'entreprise, déjà pour une bonne gestion comptable, pour éviter les mélanges et surtout pour éviter les problèmes fiscaux. Donc, il y a une obligation d'avoir un compte bancaire distinct pour les sociétés. Donc ça, vous n'avez pas le choix. De toute manière, vous devrez impérativement ouvrir un compte bancaire. Pour les micro-entrepreneurs, si le chiffre d'affaires annuel dépasse 10 000 euros pendant 2 années consécutives. Autant vous dire, si vous commencez tout de suite avec un compte bancaire professionnel. N'attendez pas de dire, ben tiens, si je dépasse 10 000 euros, etc. Enfin, si vous êtes sûr de votre coût, enfin, même là, 10 000 euros, c'est vraiment, ça va vous poser plus de problèmes qu'autre chose. Donc moi, je vous recommande d'ouvrir tout de suite un compte bancaire professionnel pour votre micro-entreprise ou pour votre société. Dans tous les cas, c'est obligatoire pour les sociétés. Donc aujourd'hui, c'est très simple d'ouvrir un compte bancaire. C'est rapide grâce aux banques en ligne, aux néobanques. Enfin, vraiment, il y a des solutions qui existent sur le marché. Donc vous n'avez aucune excuse. Je vais quand même vous parler de la différence entre les banques traditionnelles et les banques en ligne. Donc les banques traditionnelles, ce qu'on appelle les banques physiques, c'est bien pour stocker des gros montants, mais c'est limité dans la flexibilité. Pourquoi? Parce qu'à chaque gros virement, vous allez avoir un coup de téléphone de votre banquier qui va vous demander c'est quoi comme virement, pourquoi vous faites ça, etc. Après, il faut savoir que les banques physiques et les banques d'affaires spécialisées, ça reste quand même la sécurité ultime parce que certaines banques en ligne, bon ben voilà, elles sont en ligne, vous les connaissez pas. Après, il y en a, elles sont très solides, mais parfois il apparaît des nouvelles banques en ligne et ben, elles peuvent faire faillite à tout moment, donc c'est risqué. Par contre, les banques en ligne, tout comme enfin Revolut, etc., elles permettent de faire des transactions quotidiennes. C'est très flexible. Vous pouvez créer des sous-comptes, vous pouvez créer des cartes virtuelles. C'est vraiment l'idéal pour faire des conversions, etc. Donc, je recommande d'avoir les deux. L'option crypto-monnaie. Donc, à nouveau, vous pouvez le faire si vous utilisez des plateformes qui sont régulées et qui font un KYC, donc Binance, Kraken, Coinhouse et autres, j'en passe. Pourquoi? Ben parce que ces institutions sont de plus en plus contrôlées et si vous voulez ne pas avoir de problèmes fiscaux, il faut s'assurer ben, qu'elles sont déjà régulées parce qu'il y a des plateformes qui sont non régulées ou qui sont dans des juridictions offshore. Et donc là, ben, si vous utilisez ces services et que vous n'arrivez pas à justifier les flux d'argent, ça va poser problème. Donc moi, je serai très vigilant avec la crypto-monnaie. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une banque physique pour bah, tous les aspects légaux et administratifs. Et je sais que dans certains pays, dans certaines juridictions, c'est obligatoire d'avoir un compte dans une banque française, enfin ou locale, selon le pays dans lequel vous vivez. Et c'est bien pour conserver des grosses sommes d'argent. Après, pour les banques en ligne, c'est bien pour les opérations courantes, pour des flux d'argent. Voilà. Donc, moi, je vous recommande d'utiliser les deux. Donc voilà, quelques choix. Je sais qu'en France, il existe Conto que j'ai pu utiliser. C'est bien, c'est fiable. Il n'y a pas tant de blocage que ça. Revolut Business, donc ça pour moi c'est le top. Ils ont la possibilité de créer des cartes virtuelles, vous avez la possibilité de créer des sous-comptes, etc. Vous pouvez utiliser la crypto-monnaie. Donc Revolut Business, je recommande. Vous avez aussi White Business, Shine, Binance Pay, etc. Donc voilà, là je ne rentre pas dans le détail, dans le cadre spécifique de OnlyFans. Sur les payouts, nous allons voir ça juste après. Moi, ce que je vous parle d'ici, c'est d'avoir dans votre société, dans votre structure, une banque avec un compte pro. Vous pouvez en avoir deux, trois. Je déconseille d'en avoir trop parce qu'à chaque fois, le comptable il va vous demander tous vos relevés. Donc voilà, vous pouvez avoir deux comptes bancaires, par exemple banque physique et par exemple un Revolut. Business et voilà. Après, il y a d'autres solutions encore que nous verrons plus tard. Alors, dans cette nouvelle vidéo dédiée au payout et au flux d'argent, nous allons voir comment encaisser et sécuriser les transactions. Donc, le principe, c'est de faire matcher le payout avec la facture et le mouvement bancaire. Donc, commençons. Les canaux. Donc sur OF, vous avez plusieurs solutions. Donc vous avez tout ce qui est paiement SEPA, Paxum en crypto, euh,
Et vous avez également Skrill, Cosmo et sur Mime, vous avez SEPA et PayPal. Donc très rapidement, comment fonctionne donc le virement SEPA, tout le monde sait, c'est un virement standard. Le virement Cosmo, donc vous avez Cosmo Perso et Cosmo Pro. Donc pour en bénéficier, il faut une société à l'étranger, donc une société aux États-Unis, une LLC, qui vous permet de créer un compte Cosmo Business et donc d'avoir des sous-comptes. Donc ce sont des comptes business et vous pouvez rattacher les sous-comptes, par exemple, pour chacune des modèles que vous gérez. Donc les paiements, c'est uniquement en crypto. Par contre, il faut 3 à 6 mois pour se faire valider et ça touche uniquement les LLC aux États-Unis. Donc autant vous dire que si vous êtes en France, que vous avez une seule modèle et que vous voulez bénéficier de Cosmo, ce n'est pas possible. Pour ceux qui sont expatriés à Dubaï, au Panama, à Malte et autres, et ben à ce moment-là, s'ils créent une LLC aux États-Unis, ils peuvent lancer la procédure pour bénéficier de Cosmo Business. Donc il y a des avantages. Après, il y a également des conditions. C'est uniquement pour des tranches de plus de 10 000 $, si je ne me trompe pas. Et ça vise surtout les agences qui font plus de 50K et plus par mois. Si vous démarrez, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc c'est très efficace, c'est très pratique, mais ce n'est pas disponible pour tout le monde. Si vous ne pouvez pas utiliser Cosmo, vous pouvez utiliser Paxum et vous avez également l'option perso et business. Bien évidemment, ici, c'est l'option business qu'on utilise et c'est beaucoup plus simple à valider. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 à 6 mois. Ensuite, donc, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours noter toutes les transactions, il faut toujours archiver les documents, donc vous gardez les payouts mensuels, les relevés bancaires et les preuves de conversion crypto euro, enfin si vous avez des paiements en crypto. Donc voilà, à nouveau, l'obligation d'archivage est très importante. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut séparer compte pro. Donc bon, même si vous pouvez ouvrir des Revolut perso, ben faut ouvrir un Revolut business. Pareil pour Cosmo et pareil pour Paxos. Donc vous avez plusieurs cas. On va prendre le premier. Donc vous avez la plateforme qui va payer la créatrice, enfin, votre modèle. Donc le compte OF, il est au nom de la créatrice et du coup le payout normalement va sur son compte pro. Donc je sais que certaines personnes veulent mettre ses propres comptes, je vais y revenir tout à l'heure. Mais comprenons déjà la logique. Donc vous avez le compte OnlyFans qui appartient à la créatrice, c'est elle qui fait sa vérification d'identité. Après, ce que vous faites derrière, c'est votre responsabilité. Mais en principe, le compte OF est celui de la créatrice. Donc OF va prélever 20% sur chaque paiement du fan. Donc toi, ce que tu vois, c'est le brut. Et c'est le brut avant le paiement de la commission d'OnlyFans, donc les 20%, et le net, donc ce qui reste, les 80%, c'est ce qui revient à la créatrice. Donc à ce moment-là, la créatrice, enfin, ou l'agence déclenche le retrait, donc le payout request, et vous avez du coup les différentes solutions. Donc soit par virement SEPA, soit par les e-wallet Paxum ou Cosmo selon le payé, donc à vérifier selon votre cas. Et ensuite, OnlyFans vous fournit un relevé de paiement avec la date, le montant, la référence. Et donc ça, c'est un document qu'il faut garder. À chaque fois que vous faites, vous déclenchez un paiement, vous gardez ce document. Et donc le net reçu, donc sur le compte professionnel de la modèle, correspond au chiffre d'affaires à comptabiliser, donc que vous soyez en micro ou en société. Donc voilà, ça c'est l'argent, c'est ce que OnlyFans vous paye. Ça correspond à votre chiffre d'affaires. Donc maintenant, j'y viens. Ceux qui veulent utiliser les comptes bancaires du manager à la place du compte de la créatrice, tout simplement parce que vous avez peur que la modèle ne va pas vous payer, ici, il y a plusieurs problèmes. Donc, il y a une confusion des rôles, il y a la possibilité d'avoir des blocages et surtout le plus risqué si vous êtes en France, parce que bon, dans d'autres juridictions, c'est peut-être plus souple, ou si vous êtes à l'étranger, à Dubaï, peut-être qu'ils ne regarderont pas là-dessus, mais en France, en tout cas, si vous avez une modèle française et que vous êtes une agence française et que c'est vous qui mettez votre compte bancaire, et que vous payez par exemple un montant fixe à la modèle,
cette relation peut être requalifiée en salariat. Et là, le problème, c'est que si votre relation n'est plus une prestation de service, donc que vous, en tant que manager, vous faites le chatting pour votre modèle, donc en fait, vous êtes au service de votre modèle et que vous faites le marketing, mais que c'est la modèle qui est à votre service, à ce moment-là, la relation de travail est requalifiée et on parle de salariat. Et si votre relation est requalifiée en salariat, le problème c'est que vous devez payer toutes les cotisations sociales, salariales, les congés payés, etc., plus les sanctions. Donc c'est un très très gros risque pour toutes les agences qui travaillent avec des modèles au salaire. Et le paradoxe, c'est qu'on parle de salaire, mais vous les embauchez pas en tant que salarié. Et c'est ça le gros problème. Donc là, moi, je ferai très attention. Si vous voulez, vous pouvez me consulter. Je vous donnerai des solutions euh, où on peut, enfin, je dirais pas contourner, parce que le but, c'est pas de contourner la législation, mais par exemple, vous pouvez faire un contrat où vous demandez des tâches spécifiques à la modèle, etc. Mais il faut être très vigilant parce que si on arrive à identifier une relation avec un lien de subordination, un contrôle, etc., eh ben, le juge dira que c'est une salariée et pas une relation B2B. Donc, comme je vous l'ai dit, la plateforme paye 80% à la modèle sur son compte pro. Et donc, comme je vous ai dit, attention au risque d'utiliser vos propres comptes. Maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, on n'utilise pas le compte du manager pour capter les revenus de la créatrice. Donc, si vous avez besoin de répartir les revenus, parce que vous avez peur, par exemple, que la modèle ne vous paye pas, et inversement, l'agence qui a peur que la modèle qui a peur que l'agence ne la paye pas, etc., vous pouvez utiliser un tiers de confiance, ça s'appelle un séquestre d'avocat. Par exemple, moi, je peux être votre intermédiaire, donc je reçois l'argent de du compte OnlyFans. Et ce qui se passe, c'est que je procède à la redistribution en fonction de ce qui a été prévu dans un contrat que vous avez signé avec votre modèle. Donc, bien évidemment, ça, il faut le prévoir dans le contrat. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de bien rédiger ces contrats et de bien prévoir comment vous voulez que le flux d'argent fluctue. Parce que, comme je vous ai dit, si vous avez un tiers de confiance qui va procéder à la répartition, à ce moment-là, ben, c'est plus difficile de requalifier la relation en contrat de travail. Donc le process dans ce cas, il est très simple. Chaque partie émet sa facture, donc le tiers vérifie les pièces, si tout correspond, il fait le virement pour chacun. Comme ça, autant l'agence que la modèle, elle est certaine qu'elle va recevoir son argent. L'avantage, c'est qu'il y a une traçabilité, c'est qu'il n'y a pas de confusion d'employeurs et de salariés et que vous avez aussi les preuves avant chaque virement. Donc le schéma, c'est quoi? C'est OnlyFans qui utilise par exemple le séquestre et ensuite l'avocat ou une autre personne de confiance, peut-être un notaire ou d'autres personnes que vous pourrez désigner, va procéder au virement pour rémunérer la créatrice, l'agence et les prestataires. Le deuxième schéma, donc sur les flux d'argent. Là, on a parlé de la relation OnlyFans, donc la plateforme avec la modèle. Je vous ai dit que normalement, c'est la modèle qui encaisse l'argent. Vous pouvez utiliser un séquestre si vous voulez sécuriser la transaction. Je vous déconseille d'utiliser vos comptes donc business d'agence pour encaisser l'argent. Voilà. Après, ce que vous faites, c'est votre responsabilité. Ceux qui ont des comptes Cosmo et qui ont des LLC américaines, etc. Bon, peut-être que le droit américain est moins regardant là-dessus. En tout cas, en droit français, c'est très risqué de procéder ainsi. Maintenant, voyons ce qui se passe donc entre la relation entre la modèle et l'agence. Donc, on est sur une relation B2B, donc business to business. Comme je vous ai dit, la modèle est immatriculée, l'agence ou le manager est immatriculé. L'agence doit émettre une facture à la créatrice pour être payée pour ses prestations. Donc tout ça, normalement, c'est prévu dans le contrat de management que vous avez signé avec la modèle ou la modèle avec son agence. Et vous prévoyez une rémunération au pourcentage ou au forfait avec le périmètre, le droit à l'image, etc. Tout ça, c'est très important. Et à nouveau, c'est pas parce que vous avez rédigé un contrat de management B2B, business to business, que ce contrat ne peut pas être requalifié en relation de contrat de travail. Donc
Le juge ne regarde pas ce que vous avez écrit, le juge regarde et fait une constatation de fait. Donc s'il estime que la relation que vous avez avec votre modèle, c'est une relation où c'est elle qui travaille pour vous et pas vous qui travaillez pour votre agence, il y a un risque de requalification. Donc comme je vous ai dit, l'agence qui encaisse les revenus d'OF et qui paye la créatrice comme un salaire risque de requalification. Je le répète parce qu'il y en a trop de personnes mettent en place ce schéma et ils sous-estiment les risques que ça implique. Vous pouvez bien évidemment prévoir dans votre contrat, par exemple, des besoins ponctuels de mannequinat, de shooting, de contenu, prévoir un contrat distinct. Vous pouvez en fait, sur le plan juridique, si vous arrivez à rédiger un contrat qui explique le setup, vous pouvez rajouter des besoins ponctuels, des prestations, etc. Vous utilisez un séquestre, etc. Vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas de contrat, vous n'êtes pas immatriculé, la modèle n'est pas immatriculée, c'est vous qui encaissez l'argent, et ben là, vous mettez vraiment les pieds dans le pire schéma possible et ben, vous aurez tout simplement un redressement fiscal et ça fait pas plaisir. Parce que si vous vous trompez sur voilà, une facture, il manque une mention, ok. Mais là, si vous arrivez dans des cas extrêmes comme ça, vous n'avez aucune justification. Donc là, pareil, l'agence doit émettre une facture à la créatrice qui lui fait un virement professionnel sur son compte bancaire. Et ensuite, on a le schéma donc entre l'agence et par exemple ses chatteurs, ses VA, ses prestataires de services. Donc à nouveau, chacun est immatriculé et chacun facture. Et le paiement est réalisé après chaque facture. Donc je sais qu'il y en a, ils recrutent des gens aux Philippines, ils recrutent des gens à Madagascar et dans d'autres pays où ils se disent, bah tiens, vu que je recrute ces gens dans d'autres pays, ils ne sont pas immatriculés, voilà, je les paye en crypto. C'est à vos risques et périls. Il y a des plateformes que vous pouvez utiliser si vous voulez utiliser justement de la main-d'œuvre pas chère dans des pays voilà, comme les Philippines ou Madagascar. Il y a des solutions qui vous permettent justement de, on va dire, cleaner votre flux d'argent. Vous pouvez avoir un document, etc. Utilisez ces solutions, ne faites pas voilà, des virements sans émettre de facture, etc. Donc, à nouveau, prestataire déclaré uniquement. Les paiements, donc virement, c'est pas prioritaire, mais vous pouvez utiliser aussi, comme je vous ai dit, Paxum, Skrill et autres, si tout est documenté et tracé. Moi, j'évite les paiements en crypto tout simplement parce que c'est risqué et ça émet toujours des soupçons de fraude, malheureusement. Mais si vous avez une traçabilité parfaite et une politique fiscale validée et que ça fonctionne et que vous avez tous les documents, vous avez les KYC passés sur les différentes plateformes de change, Binance et autres, a priori, il n'y a pas de problème. Donc, si vous n'avez pas de facture, les dépenses ne sont pas déductibles et vous avez un risque de redressement. Donc voilà, à nouveau, conservez les contrats, les factures et les preuves de virement et des relevés sur OnlyFans. Donc moi, je vous recommande d'avoir toujours deux méthodes actives. C'est pas, si ça fonctionne pas, vous pouvez utiliser Paxum et autres pour éviter justement de suspendre des paiements. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je sais que c'est un petit peu complexe et à nouveau, il faut savoir s'adapter. Si je peux vous recommander une chose, c'est de commencer simple. Votre objectif, c'est pas de frauder, c'est pas d'économiser sur les impôts. Votre objectif, c'est de générer de l'argent. Et bah, si vous arrivez à générer 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, c'est pas les quelques pourcents d'imposition qui vont vous tuer. Par contre, si vous faites les choses mal et que vous allez dans ces niveaux de revenus, là, le problème, c'est que l'administration fiscale n'aura aucune pitié pour vous parce que si vous avez fait 5 000 euros ou 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut passer, mais si vous faites 100, 200, 300 000 et plus, comme j'ai pu le voir, bah là, c'est très difficilement justifiable. Faites les choses dans l'ordre, essayez de gagner le maximum d'argent, payez vos impôts. Si ensuite vous avez envie de vous expatrier ou changer d'univers ou optimiser votre fiscalité, vous pourrez le faire à ce moment-là. Alors dans cette cinquième vidéo, nous allons voir la TVA sur les plateformes, donc sur OnlyFans et Mime, et donc comment éviter les erreurs que j'ai pu voir très fréquemment. Donc la TVA en 60 secondes, qui paye quoi? Donc déjà il faut savoir ce qu'est la TVA, parce que trop souvent on utilise le terme TVA, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc la TVA, donc plus précisément c'est la taxe sur la valeur ajoutée, et donc c'est un impôt sur la consommation payée par le client final. Donc les professionnels font simplement
que de la collecter sur leurs ventes et la déduisent sur leurs achats. Donc, de façon plus simple, la TVA, c'est uniquement pour les consommateurs, donc les clients finaux. C'est quand vous allez au magasin, vous achetez un produit, il y a de la TVA. Et le professionnel qui va encaisser cet argent, il va encaisser une partie donc, du prix payé qui correspond à la TVA et il va la remettre à l'État. Et pareil, l'entreprise qui va acheter des biens va payer de la TVA et en fait, par ce jeu de compensation, donc c'est soit il doit reverser de la TVA à l'État, soit c'est l'État donc qui va reverser donc le montant qui s'appelle donc un crédit de TVA. Généralement, l'État n'aime pas rembourser la TVA. Et donc, je vais vous donner un exemple très simple, donc à 20%, donc une TVA à 20%. Donc, si on vend à 1000 euros hors taxe un produit ou un service, eh ben, il va falloir encaisser 1200 euros, donc les 20% de TVA. 20% de 1200, 1200 euros TTC, toutes taxes comprises. Et donc ici, en fait, en tant que professionnel, on collecte 200 euros pour le compte de l'État. Et d'un autre côté, si on a acheté un produit à 1000 euros et donc il y a 200 euros de TVA, et bien en fait, on va déduire, donc on a acheté 1200 euros TTC et 200 euros de TVA, et bien en fait, on va déduire 200 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit payer de la TVA à l'État ou est-ce que c'est l'État qui nous doit ou tout simplement on arrive sur une opération nulle? Ici, on a collecté 200 euros pour l'État parce qu'on a vendu quelque chose, un bien ou un service pour 1200 euros. Et ici, on a acheté un produit à 1000 euros hors taxe et on a payé 200 euros. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a collecté 200 euros, on déduit les 200 euros qu'on a déjà payés et en fait, on ne doit rien à l'État. Et donc, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on paye souvent la TVA, donc on vend plus qu'on achète. C'est normal. Donc, on achète des biens, on les revend, on fait une marge et donc la différence, on paye à l'État. Mais dans certains cas, et OnlyFans est un cas spécifique, on ne facture pas directement le fan. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est OnlyFans qui va prélever la TVA auprès des personnes qui vont acheter en fonction de leur localisation, parce qu'il faut savoir que la TVA, c'est un impôt, on va dire, territorial, c'est-à-dire que si un Allemand achète un contenu média sur OnlyFans, il va payer la TVA allemande, un Français la TVA française, etc. Et donc, OnlyFans collecte cette TVA, mais vous, en tant qu'agence ou la modèle, elle reçoit son payout, donc après avoir prélevé les 20% pour OnlyFans, et c'est un montant qui n'est pas soumis à la TVA. Et donc ce qui se passe, c'est que la modèle, elle va acheter par exemple des services auprès d'un prestataire, par exemple d'un manager, ou des chatteurs ou n'importe quelle autre personne et elle va devoir payer la TVA. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle ne peut pas déduire cette TVA du montant qu'elle a encaissé d'OnlyFans parce que OnlyFans a déjà fait le travail pour elle. Et donc, ce qui se passe, c'est que la modèle a un crédit de TVA. Donc, voyons cet exemple encore une fois parce que je sais que ça peut être compliqué. Donc le fan qui achète un média, il va le payer TTC à OnlyFans. OnlyFans retient 20% de commission et la modèle reçoit 80%. Donc si je prends un exemple, on vend un média à 100, le client va payer 120, donc il va payer la TVA. OnlyFans va reverser à l'État les 20 qu'ils ont prélevés. Sur les 100 qui leur restent, ils vont eux prélever 20% et ils vont reverser à la modèle 80. Il y a eu une affaire à la Cour de justice de l'Union européenne, l'affaire Phoenix. Donc Phoenix, c'est la société qui détient donc OnlyFans. Et donc, ce qui a été confirmé, donc, c'est que la plateforme OnlyFans est réputée fournisseur vis-à-vis du fan. Donc, c'est bien OnlyFans qui est redevable de la TVA sur le prix total payé par le fan. Et donc, pas seulement sur sa commission. Et donc en fait, la conséquence pour la créatrice sur ces 80%, c'est ce que ça représente, donc son chiffre d'affaires qu'elle va comptabiliser. Et à ce moment-là, il n'y a aucune TVA à ajouter supplémentaire. Donc j'y reviendrai, mais très souvent, j'ai pu voir et ça je vais rentrer un peu plus tard dans le cas spécifique, où en fait la modèle, du coup, elle va recevoir cet argent et elle va payer une prestation à un manager, donc les 20, 30, 50% qu'elle doit au manager.
mais elle ne comprend pas pourquoi sur ce montant, il y a encore la TVA. Donc il y a certains modèles qui ne veulent pas payer la TVA, mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'en fait la TVA, normalement, elle doit ensuite, vu qu'elle l'a payée en plus et qu'elle ne peut pas la déduire, et ben en fait elle a un crédit de TVA et ce qu'elle doit faire, c'est donc se tourner vers l'administration fiscale pour lui demander à ce que l'État lui rembourse cet argent. Donc j'ai vu malheureusement des agences qui réduisaient leur montant de prestations pour que ça colle au pourcentage qu'ils ont défini avec la modèle et ce qui inclut la TVA. Mais dans tous les cas, cette TVA est perdue. Donc au final, c'est le manager qui est perdant. Donc il faut toujours récupérer cette TVA. Donc les pièces à garder et donc faut comprendre en fait la logique d'un point de vue comptable, c'est que la modèle sur OnlyFans n'émet pas de facture à OnlyFans pour être payée. Elle a simplement un relevé. Ça s'appelle un platform withdrawal ou un payment statement qu'OnlyFans envoie, donc un relevé, un avis de paiement, mais ça ne correspond pas à une facture. Euh, et les factures, elles existent uniquement dans le cadre donc B2B, donc l'agence qui va émettre une facture à la modèle, de la même manière que le prestataire va émettre une facture à l'agence. Donc il faut savoir que tous les mois, il faut du coup faire regarder les exports de payout, les relevés OF, les preuves de virement vers les comptes pro. C'est des documents comptables, c'est des documents qu'il faut garder pour pouvoir ensuite justifier. Donc ça, de toute manière, si vous avez un comptable, il va vous les demander. Le cas spécifique du Royaume-Uni. Donc si vous avez une modèle au Royaume-Uni, donc qui est enregistrée à la TVA, donc vu que OnlyFans paye la TVA séparément sur les revenus, euh, il faut envoyer donc une facture TVA et une preuve de dépôt sur l'adresse vatonlyfans.com. Mais ça, à nouveau, ça concerne uniquement le cas spécifique des créateurs au Royaume-Uni. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez besoin de clarification, vous pouvez me contacter. Sinon, je vais mettre trop de temps et on n'arrivera pas à avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre des cas spécifiques pour vous faciliter en fait la compréhension. Donc, le modèle franco-français, donc la modèle et l'agence sont tous les deux établis en France. Donc, je pense que ça représente la majorité d'entre vous. Et donc ici, en fait, tout dépend donc du statut fiscal, on va dire, de l'agence et de la modèle. Donc si la modèle est en micro-entreprise et qu'elle est en franchise en base, donc ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, donc c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas certains seuils, elle ne facture pas la TVA parce qu'elle est en franchise en base, donc la TVA ne la concerne pas. Déjà, elle doit émettre des mentions TVA non applicables et elle ne récupère pas la TVA sur ses achats. Donc c'est quoi le problème? C'est que si la modèle est en micro-entreprise et qu'elle paye une facture de son manager avec la TVA, elle ne pourra pas récupérer cette TVA. Donc c'est pour ça que c'est pas le meilleur schéma. C'est un bon schéma, la franchise en base et la micro-entreprise pour démarrer, pour tester, mais il faut changer au plus vite. Il faut être soumis à la TVA parce que sinon on ne peut pas récupérer donc cette TVA sur les factures achetées sur les factures de modèles, enfin de l'agent ou du manager. Maintenant, voyons le cas de la modèle assujettie, donc assujettie à la TVA. Donc la modèle qui est en SASU, en EURL ou en entreprise individuelle au régime réel. Donc, à nouveau, ce n'est pas elle qui émet de TVA aux fans, c'est OnlyFans qui s'en charge. Par contre, elle peut déduire la TVA de ses achats. Donc, si la modèle, du coup, elle vend d'autres services sur sa société, mais admettons, on va prendre le cas simple, c'est-à-dire qu'elle reçoit l'argent d'OnlyFans et elle doit payer la facture de son manager avec la TVA. Et bien à ce moment-là, elle sera en crédit de TVA et donc c'est possible de procéder à un remboursement. Donc l'État va lui rembourser la TVA payée et il faut remplir le formulaire donc 3519. Maintenant, l'agence FR assujettie, donc il faut émettre une facture à la modèle avec une TVA de 20% que la modèle déduit si elle est assujettie et si elle est en micro, elle ne la récupère pas. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ici. Si l'agence maintenant est en micro-entreprise et qu'elle facture une modèle, et ben en fait, elle va facturer hors taxe donc sa prestation à la modèle. Donc ça, c'est un schéma qui est intéressant, c'est-à-dire que si la modèle, qu'elle soit en fait en micro-entreprise ou assujettie à la TVA,
Si l'agence est en micro-entreprise, eh ben en fait, il n'y aura pas de problème parce qu'il n'y aura pas de TVA. Donc, il n'y aura pas de TVA collectée, etc. Donc là, le pire cas, en fait, c'est la modèle qui est en micro-entreprise et l'agence qui est assujettie à la TVA, parce qu'en fait, dans ce cas-là, la modèle ne peut pas récupérer la TVA. Par contre, si la modèle est en micro-entreprise, pardon, si l'agence est en micro-entreprise, et ben à ce moment-là, peu importe la situation de la modèle, il n'y aura pas de TVA. Donc maintenant, si on prend le cas donc de la modèle ou de l'agence qui est à l'étranger, donc ici on est sur le principe enfin des services B2B. Et donc la TVA, c'est le pays du client. Donc si, je vais prendre l'exemple, l'agence et la modèle, vous êtes tous les deux assujettis à la TVA, on est dans une relation France-France, à ce moment-là, il y a de la TVA qui est appliquée sur la facture de l'agence vers la modèle. Maintenant, si l'agence est assujettie à la TVA et que la modèle est sous le régime micro-entreprise, eh ben, comme j'ai dit, le statut micro donc de la modèle ne change rien. Donc voilà, c'est le cas, ce n'est pas le cas idéal si la modèle est en micro parce qu'elle ne peut pas récupérer donc sa TVA. Et enfin, si on a une agence qui est en France assujettie à la TVA, et qu'il y a une modèle donc dans un autre pays de l'Union européenne, à ce moment-là, la facture sera hors taxe et donc il n'y aura pas de TVA applicable. Donc ça, c'est aussi un schéma intéressant. Donc maintenant, voyons si l'agence est en France, que la modèle est dans un pays, par exemple, d'Amérique du Sud. Et bien ici, pareil, la facture sera hors taxe et ici, il faut préciser que la TVA n'est pas applicable parce qu'on est en dehors de la France et de l'Union européenne. Euh, Maintenant, si l'agence est au Royaume-Uni ou au UK assujettie à la TVA et que la modèle est en France, pareil, ici, il n'y a pas de TVA applicable. Donc c'est toujours important de vérifier le numéro de TVA, le numéro fiscal des personnes avec qui vous travaillez parce que si vous avez une société, par exemple, qui n'est pas soumise à la TVA et qu'elle facture de la TVA, etc., ça risque de causer des problèmes. Donc maintenant, voyons, nous l'avons déjà vu, mais voyons à nouveau pourquoi donc une modèle qui est assujettie à la TVA peut être en crédit de TVA avec OnlyFans. Donc comme je l'ai dit, je le répète pour que ce soit très compréhensible, sur OF, on ne collecte pas la TVA aux fans, c'est OnlyFans qui le fait, mais on subit la TVA sur les achats. Donc comme j'ai dit, la facture d'agence ou le matériel. Et donc, du côté modèle, on ne collecte pas de TVA, parce que l'OF l'a déjà fait. Par contre, la TVA est déductible sur les dépenses. Donc les dépenses de management, de logiciels, de matériel, etc. Et donc, si la TVA déductible donc, des achats est supérieure à la TVA collectée, là en l'occurrence, la modèle ne collecte pas de TVA, on se retrouve avec un crédit de TVA et donc un remboursement est possible en remplissant le formulaire 3519. Voilà, donc là, un conseil, donc si vous collaborez avec une agence assujettie à la TVA, qui facture la TVA, et que l'on a beaucoup d'achats, par exemple la modèle elle achète un nouveau téléphone, elle achète un nouveau PC, etc. pour travailler, et ben c'est beaucoup plus intéressant d'être assujetti à la TVA plutôt que de rester en micro-entreprise. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la TVA est perdue. Donc souvent, des personnes m'ont contacté en me disant quand et comment écrire, ou ils ont envie tout simplement d'envoyer un mail à onlyfans.com et je leur demande toujours pourquoi. Et ben en fait, ça dépend vraiment de la situation. Donc si on est au UK et que on est dans un cas vraiment spécifique, c'est intéressant. Par contre, donc si je vais prendre le cas de la modèle qui est enregistrée au Royaume-Uni et ben en fait, elle doit envoyer la facture avec la TVA émise à Phoenix International Ltd, plus les preuves de dépôt, etc. Et donc, OnlyFans verse la TVA séparément, donc sur les 80%. C'est pour qu'en fait, elle puisse faire la compensation. Par contre, si on est dans le cas de la France, UE et autres, et ben, ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez besoin pour l'administration fiscale d'avoir des relevés, des confirmations de payout, etc. Ou même des attestations de TVA comptables pour qu'en fait l'administration fiscale en France ne vous dise mais attendez, comment ça se fait que vous me demandez des crédits de TVA, c'est pas normal parce qu'il faut savoir
savoir que c'est une anomalie. Généralement, on est en crédit de TVA quand on achète plus que qu'on ne vend. Et ça, c'est généralement dans les premières années de tout business où on investit beaucoup plus et donc on veut récupérer la TVA. Mais avoir un business qui est fondé uniquement comme là sur OnlyFans où on ne vend pas et on ne collecte pas la TVA, et ben en fait l'administration fiscale peut demander pourquoi vous me demandez, moi, l'État, de vous rembourser donc la TVA. Et enfin, donc une petite liste, checklist audit proof. Très souvent, un contrôleur, si vous avez un contrôle fiscal, qu'est-ce qu'il veut savoir? Bah, c'est voir les exports OnlyFans. Donc pour la modèle, donc les relevés, les payouts, les preuves de virement, si vous avez un compte pro, etc. Il peut vous demander également les contrats et les factures avec votre manager ou vos prestataires. Et donc il va vérifier s'il y a bien mention de la TVA, etc. pour savoir si on va dire le crédit de TVA est justifié. Donc ça, c'est aussi à vous de bien vérifier les factures qu'on vous émet et de vérifier qu'elle est correcte. Parce que comme je vous ai dit, si l'agence est en micro-entreprise et qu'elle vous facture de la TVA alors qu'elle n'est pas en fait assujettie à la TVA, eh ben, vous pouvez demander de la TVA qui n'est pas due et là, ça peut causer des problèmes. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de précision ou si vous voulez vraiment comprendre votre cas spécifique, que vous soyez modèle ou que vous soyez manager, vous pouvez me contacter parce que je sais que ça peut être compliqué et il faut faire très attention avec les factures et la documentation. Alors dans cette courte vidéo, nous allons voir où trouver le numéro fiscal donc de la créatrice, donc les démarches et les utilisations. Donc très souvent, j'ai pu voir donc des modèles qui veulent s'enregistrer sur la plateforme OnlyFans, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui cherchent leur numéro fiscal. En France, c'est très simple, il suffit de se rendre donc sur le site du gouvernement, donc c'est impôt.gouv.fr. Et donc vous voyez ici, vous pouvez vous connecter à votre espace particulier. Et là, vous allez tout simplement sur j'ai égaré les identifiants de connexion à mon espace particulier, comment puis-je les obtenir? Donc vous lisez, c'est très simple. Donc c'est soit vous avez déjà eu une déclaration de revenus comme tous les ans et à ce moment-là, normalement en haut à gauche de la première page, vous trouverez donc votre numéro d'accès en ligne, soit sur vos avis d'imposition. Donc vous en avez différents, l'impôt sur le revenu que vous recevez en juin, la taxe d'habitation, taxe foncière, etc. Donc vous trouverez toujours votre numéro. Si vous ne vous êtes jamais connecté sur donc le site impôt.gouv.fr, il faudra tout simplement se connecter avec soit son adresse mail, soit son numéro de téléphone, etc. Il suffit de lire vraiment ici comment donc trouver son numéro fiscal et ensuite vous pouvez le recenser directement sur OnlyFans. Donc c'est très simple, ici vous avez le lien, vous pouvez également aller dans particulier, dans questions et chercher la bonne rubrique. Voilà, rien de compliqué, ça sera tout pour cette vidéo.